Chers amis, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté de vous connecter à moi pour ce petit moment d'échange. Pour l'instant, nous sommes 4, on sera peut-être plus nombreux d'ici quelques minutes, mais comme on est en Facebook Live, vous aurez toujours la possibilité de revisiter cette petite vidéo. Alors, tout d'abord, que je positionne le contexte, il s'agit pour moi aujourd'hui d'expliciter une décision que j'ai prise dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19 sur le territoire de la Guyane. Et je pense qu'il est important que, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous dise ce que c'est que le rôle de parlementaire, parce que vous êtes très nombreux à m'interpeller, à me poser des questions, et à travers les questions et également à travers certains commentaires, j'ai le sentiment que nous ne sommes pas tous au clair sur ce qu'est le rôle du parlementaire. Alors, je rappelle que selon la Constitution, notre mission se décline en 3 axes. D'abord, nous votons les lois, c'est ce que nous faisons à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ensuite, nous avons une mission d'évaluation des politiques publiques et une mission de contrôle de l'action de l'État. Et l'essentiel de notre temps, nous le passons, nous les parlementaires, à contrôler l'action de l'État, à contrôler l'action du gouvernement. Et il est tout à fait normal que, localement, nous puissions contrôler l'action qui est menée par celles et ceux qui représentent l'État au sein du territoire, à savoir le préfet, la DG de l'ARS, tous les responsables des services déconcentrés de l'État, normalement, doivent rendre compte aux parlementaires de ce qu'ils font, et nous avons le devoir et presque le droit normal de les interroger pour pouvoir rendre compte ensuite à la nation à laquelle vous faites partie en tant que citoyen. Et il est bon à ce stade pour moi de rappeler que la démocratie, c'est un principe, et c'est un principe qui ne s'use qu'à partir de l'instant où on ne s'en sert pas. Et se servir de la démocratie, eh bien, c'est tout simplement permettre aux forces de la démocratie de pouvoir s'exercer. C'est que le gouvernement gouverne et c'est que le Parlement contrôle, mais c'est surtout que lorsque les parlementaires sont dans leur dynamique de contrôle, qu'ils ne soient pas empêchés d'agir, qu'ils ne soient pas empêchés de mener à bien les différentes missions qui leur sont assignées. Donc, je considère qu'à ce stade, il est important de pouvoir repositionner le cadre de manière à ce que nous soyons tous au même niveau d'information. Alors, je vous disais que ma petite conférence aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une explication que je dois vous faire concernant un courrier que j'ai adressé le 16 mai au préfet de la Guyane, courrier dans lequel je lui dis à quel point je désapprouve la méthode qui est mise en place pour gérer la crise sur le territoire guyanais. Et ce courrier faisait suite à la cellule de crise qui a été mise en place pour pouvoir gérer la situation épidémique au niveau de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock. Alors, bien évidemment que dans le cadre de toutes mes actions, mon souhait a toujours été d'être en conformité avec le mandat que vous m'avez confié, à savoir défendre les intérêts de toute la nation et les intérêts des Guyanais en particulier, et puis surtout que je sois en capacité de vous rendre compte de ce que je fais. Alors, il ne s'agit pas de pleurer, comme certaines personnes le disent, mais il s'agit d'être dans l'action, il s'agit de poser des questions, c'est ce que je fais, je pose des questions écrites, je pose des questions orales, je pose des questions orales sans débat, je participe à des missions d'information, je participe à des commissions d'enquête parlementaire, je participe à beaucoup d'auditions, que ce soit de ministres, d'institutions, autres gouvernementales. En tout cas, c'est la grosse partie du travail que je réalise en tant que parlementaire. Et je tiens à vous dire qu'à partir de l'instant où j'aurai le sentiment d'être empêché dans mon action et dans l'exercice de ma fonction, je le ferai savoir. Je manifesterai bien évidemment ma désapprobation. Le cas échéant, je manifesterai mon mécontentement pour que les uns et les autres comprennent bien
que nous sommes dans une dynamique qui doit pouvoir s'exercer au bénéfice de chacun et surtout à votre bénéfice. Alors, il est important pour moi de rappeler le contexte. Le contexte dans la relation que j'entretiens avec les services de l'État en Guyane démarre le 1er février 2020. Le 1er février 2020, c'est la date à laquelle j'adresse un premier courrier à Monsieur le Préfet, dans lequel je commence d'abord par manifester mes inquiétudes par rapport à l'arrivée du Covid-19 en France hexagonale, et où la ministre des Solidarités et de la Santé de l'époque, Madame Agnès Buzyn, édicte une circulaire pour demander aux différents préfets de France hexagonale et d'outre-mer de mettre en place un certain nombre de mesures. Et je fais remarquer que les mesures qui sont édictées depuis Paris ne vont certainement pas convenir aux réalités que nous connaissons sur le territoire de la Guyane. Et parmi ces réalités, eh bien justement, je mettais en première position la porosité des frontières et le fait que la Guyane est un territoire qui subit de nombreux flux informels de populations qui rentrent et qui sortent sans aucun contrôle, et où j'expliquais que cette situation-là, ce paramètre-là, à terme, pourrait être un véritable enjeu de difficulté pour le territoire de la Guyane. Mais à côté de ce critère, j'évoquais aussi le fait que beaucoup de personnes en Guyane ne maîtrisent pas le français et qu'il fallait adapter les messages de prévention à leur langue maternelle, aux langues parlées par ces populations, pour que l'on soit sûr que tout le monde a été correctement informé. Je disais aussi qu'il fallait faire attention parce que sur le territoire de la Guyane, nous avons beaucoup de personnes qui souffrent d'un certain nombre de pathologies qui peuvent entraîner des comorbidités. On sait que les personnes qui souffrent de diabète, les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle sont des personnes qui peuvent être exposées et qui pourraient davantage souffrir de cette maladie du Covid-19, et où je disais donc faisons attention. J'évoquais aussi le taux de pauvreté qu'il y a en Guyane, près de 60% des foyers qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, beaucoup de foyers qui n'ont pas accès à l'eau courante, et donc je mettais en exergue la difficulté pressentie pour ces personnes, donc de pouvoir respecter les gestes barrières et notamment le lavage fréquent des mains. Et donc, bien évidemment que tous ces éléments-là ont été mis dans ce courrier qui est daté donc du 1er février 2020, adressé à Monsieur le Préfet, lequel courrier est resté plus ou moins sans réponse. Hein. Bon, c'était un courrier d'information, de demande de précision que je n'ai pas eu en temps et en heure, mais cela ne m'a pas empêché de continuer moi-même à participer à ce travail d'information, à prendre la parole, à faire des audios, à faire des petites vidéos pour inciter la population à respecter les gestes barrières, pour inciter la population à se protéger, mais surtout à préserver les personnes de notre environnement immédiat. Et donc, j'ai continué naturellement les échanges avec la ministre des Outre-mer, j'ai continué les échanges avec Monsieur le Préfet, qui a invité les parlementaires, le président de l'Association des maires, le recteur, le président de la CTG, la DG de l'ARS, à des réunions périodiques tous les lundis après-midi pour pouvoir faire le point de la situation et nous donner des informations pour que nous sachions, nous les élus, les grands élus, à quel niveau il en est dans la gestion de la crise du Covid-19 sur le territoire de la Guyane. Mais chemin faisant, je réalise qu'il y a un certain nombre d'éléments d'information qui ne nous parviennent pas. Il y a des choses qui ne se disent pas dans ces réunions-là, et c'est la raison pour laquelle je ne cesse d'adresser d'autres courriers. Le 13 mars, j'écris à la DG de l'ARS afin de lui demander des explications sur la manière dont cela se passe, hein, sous la forme d'une lettre ouverte, où je l'interroge sur les inquiétudes qui remontent de la base, les inquiétudes qui émanent de certaines personnes, des infirmiers, des médecins, des ambulanciers, des personnels surveillants du centre pénitentiaire, toutes ces personnes qui sont sur le front de guerre et qui sont les premières à être confrontées aux malades, à être confrontées au virus. Je pose la question de savoir à quel moment ces personnes vont pouvoir disposer du matériel de protection, les masques, le gel hydroalcoolique, etc., etc. Alors, j'ai des réponses, bien évidemment, qui sont des réponses très républicaines, des réponses très courtoises,
mais lorsque je les mets en effet miroir, en comparaison avec les éléments d'information qui me remontent de la base, j'ai vraiment l'intime conviction, j'ai eu vraiment l'intime conviction qu'il y avait deux voies. Il y a la voie officielle qui prétendait que tout allait bien, et puis il y a la voie du terrain où certains professionnels de santé et autres nous disaient que c'était un véritable calvaire et qu'ils étaient inquiets pour leur santé et pour leur avenir. Donc, je continue à interpeller. Le 27 mars, je fais un nouveau courrier à la DG de l'ARS pour avoir des explications. Et finalement, n'ayant pas les réponses idoines, j'adresse à Monsieur le Préfet le 10 avril un courrier dans lequel je lui dis ben, la solution serait peut-être que nous mettions en place localement un conseil scientifique et technique, je dis bien local, qui aurait pour objectif d'assurer une meilleure gestion de la crise et puis surtout de nous préparer à la sortie de la crise. C'est-à-dire que ce conseil scientifique et technique local serait un pendant amélioré du conseil scientifique qui agit au niveau national. Mais ce conseil scientifique national, on l'a bien compris, ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants du territoire, des différents territoires de la République, et il ne peut pas donc être en capacité de construire, de prodiguer les meilleurs conseils pour chacun de nos territoires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai considéré qu'il était judicieux que nous ayons localement notre propre conseil avec nos propres experts, avec nos médecins, avec nos élus, avec notre grand conseil coutumier, avec les syndicats, avec les chambres consulaires, avec notre CCESEG, toutes les institutions qui, de près ou de loin, participent à la vie locale, parce qu'on part effectivement d'un problème sanitaire, mais on a tous vu que ce problème sanitaire entraîne des répercussions sur le sociétal, sur le culturel, sur le sportif, sur l'économique notamment. Et à partir de cette analyse, j'avais considéré qu'il aurait été plus judicieux d'élargir le cercle de réflexion de manière à ce que les décisions qui seraient prises au niveau local soient empreintes d'une véritable analyse anticipatrice, une véritable prospective qui permette à notre préfet de prendre les meilleures décisions qui soient. Et donc, cette proposition, je l'ai faite le 10 avril, et bien évidemment, encore une fois, qu'elle a fait l'objet d'une fin de non-recevoir, puisque à la prochaine réunion qui a suivi, j'ai encore évoqué cette perspective, et le préfet m'a clairement dit que la méthodologie qui avait été mise en place sur le territoire de la Guyane était la meilleure et qu'il n'avait pas l'intention de la modifier, de la changer pour aller vers une quelconque amélioration. Cela étant dit, ce n'est pas pour autant que je me suis lancé dans une guerre de tranchées avec les services de l'État, puisque malgré ce refus, j'ai continué à participer aux réunions du lundi après-midi, j'ai continué à m'y rendre, à poser des questions, à me faire le relais des habitants qui s'inquiétaient, à me faire le relais au même titre que les autres élus des inquiétudes qui étaient portées par les professionnels, par les socio-professionnels, où on parlait du cadre économique, on parlait du cadre sanitaire, on parlait du cadre de la reprise de la scolarité de nos enfants. Toutes ces questions-là ont toujours été posées. Mais il se trouve que je suis toujours resté sur un vrai niveau d'insatisfaction parce que je me rendais compte que régulièrement, il y a des réunions qui se tiennent avec les forces armées, avec la PAF, avec la douane, avec d'autres institutions de Guyane. Et nous, les grands élus, étions absents de ces réunions et on se contentait simplement d'entendre une information le lundi après-midi, mais qui selon moi était une information parcellaire parce que je suis intimement convaincu que tout ne nous était pas dit à l'occasion de ces réunions du lundi après-midi. Il se trouve que, effectivement, dans la foulée, le Premier ministre édicte une circulaire après avoir annoncé le maintien de la date du 11 mai pour aller vers le déconfinement. Donc, il édicte une circulaire pour expliciter les conditions dans lesquelles ce déconfinement pourrait se mettre en place. Et ne voilà-t-il pas que dans cette circulaire, il évoque la mise en place d'un fameux COLEC. Alors le COLEC, c'est le comité local de levée de confinement. Et ce COLEC doit être mis en place
par le préfet de région, par les préfets de région, qui doivent associer autour d'eux tous les acteurs possibles et imaginables qui, de près ou de loin, doivent participer à la sortie de crise, et bien évidemment, y compris les parlementaires. J'ai observé que sur le territoire de France hexagonale, il y a des préfectures qui ont déjà installé leurs collègues avec les élus, et notre préfecture de Guyane n'a pas cru bon installer le collègue parce qu'elle a considéré, que la situation et la méthodologie qui avait été utilisée jusqu'alors était la meilleure. Ce contre quoi, bien évidemment, je me suis évertué à dire, mais ce n'est pas possible que nous puissions avoir comme ça la possibilité de rassembler autour de cette problématique du Covid-19 un certain nombre de partenaires. Je discute souvent avec les syndicats, notamment les syndicats de l'éducation nationale, et j'ai eu à dire, par exemple, à monsieur le recteur de l'Académie de la Guyane, que s'il avait pris le temps autrement d'échanger, de discuter avec ces acteurs majeurs de l'éducation, certainement qu'on se serait mis sur une dynamique d'écoute beaucoup plus active qui aurait évité qu'on ne se retrouve dans cette espèce de cafouillage que l'on connaît aujourd'hui, d'autant plus que personnellement, en tant que ancien professeur, en tant qu'ancien personnel de direction, j'ai eu à analyser le protocole sanitaire de déconfinement qui a été pondu par le ministère de l'Éducation nationale, et j'avais clairement dit à monsieur le recteur que si j'avais été en fonction, j'aurais éprouvé les pires difficultés du monde à pouvoir mettre en place ce protocole, tant il est je veux dire, hors sol. J'ai même posé la question de savoir est-ce que les gens qui ont écrit ce protocole avaient jamais mis les pieds dans un établissement scolaire pour savoir comment se comportent les enfants, comment fonctionne la relation pédagogique entre les élèves et les enseignants et les personnels d'éducation. Tant j'avais le sentiment que ce protocole était à 10 000 lieues de pouvoir s'impliquer, de s'imbriquer dans le quotidien de nos collèges, de nos lycées et également de nos écoles primaires et maternelles. Et donc, j'ai considéré, et je l'ai dit, qu'il était impératif de pouvoir réunir tous ces acteurs, tous ces décideurs autour d'une même structure que j'avais appelé Conseil local scientifique et technique, que le Premier ministre a appelé Comité local de levée de confinement, mais en réalité, ces structures qui ne portent pas le même nom ont effectivement le même objectif, qui est celui de préparer par le dialogue, par la concertation, de préparer la sortie de ce confinement de 2 mois. Donc il se trouve qu'en Guyane, on n'a pas réussi à le faire, mais que le préfet continuait à inviter les grands élus à ces réunions de lundi après-midi. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le fait que j'apprends par les médias, j'ai appris par les médias qu'il y avait une cellule de crise qui avait été installée pour gérer la crise Covid-19 sur le territoire de Saint-Georges-de-l'Oyapock, qui fait partie de ma circonscription. Quand on sait ce qu'a été mon implication à ce niveau-là pour faire passer le message, pour contribuer à ce travail de sensibilisation, et je me dis, mais la moindre des choses, la moindre des courtoisies républicaines eût été que je sois associé ou à défaut que je sois informé. Et ayant constaté que les choses n'allaient pas dans ce sens, eh bien, j'ai adressé ce courrier à monsieur le préfet pour lui dire que dorénavant, je ne viendrai plus à ces réunions du lundi après-midi, que j'attendrai que le collègue soit mis en place sur le territoire de la Guyane. Alors, il ne s'agit pas d'une rupture, je ne suis pas dans une espèce d'opposition frontale avec qui que ce soit. Je voudrais simplement que, en tant que député, qu'en tant que parlementaire, ma fonction soit respectée. Je ne parle même pas de moi, intitut personné, je parle de la fonction que j'occupe, qui nécessite d'être respectée, parce que on ne peut pas demander aux parlementaires que nous sommes d'aller à Paris, de défendre les intérêts de la Guyane, d'interpeller, comme nous le faisons aussi régulièrement, les ministres du gouvernement, même le président de la République, sans savoir précisément comment les choses se passent sur le terrain. Et je répète qu'en tant que député, j'ai le droit de savoir et que les services de l'État ont le devoir de m'informer. Je ne voudrais pas que les rôles soient inversés. Il faut que dans le cadre républicain qui nous est imposé par la Constitution, chacun soit capable de rester à sa juste place. C'est simplement ce que je demande. Je n'ai rien demandé de plus qu'on mette en place ce collecte pour aller vers le déconfinement avec des institutions,
avec des experts locaux, parce que je considère qu'en Guyane, il y a suffisamment d'experts locaux, et je ne parle pas que de Guyanais, de créoles ou pas créoles, je parle de personnes qui sont localement installées en Guyane, qui travaillent en Guyane, qui vivent en Guyane, qui ont des messages à faire passer, qui ont une connaissance du terrain et qui seraient en capacité de pouvoir accompagner la sortie de ce confinement. C'est simplement que je demande le respect de la fonction que j'occupe. Alors pour revenir au cas de Saint-Georges et pour que la boucle soit bouclée, je fais observer que le premier patient Covid-19 a été identifié au Brésil le 25 février. Mon premier courrier dans lequel je mettais en garde contre la porosité des frontières date du 1er février, donc ça veut dire que je l'avais fait 24 jours avant. Et aujourd'hui, ne voilà-t-il pas que nous sommes véritablement engoncés dans un problème que nous avons beaucoup de mal à gérer? C'est aujourd'hui que l'ARS décide de mettre en place une dynamique d'information des personnes qui résident dans les villages Espérance 1, Espérance 2 et du bord de Saint-Georges, parce qu'elle a fini par se rendre compte, hélas, après 3 mois et demi d'interpellation, que beaucoup de ces personnes n'avaient pas compris les messages qui avaient été délivrés, et pour cause, ils avaient été délivrés en français que les gens ne maîtrisent pas. C'est aujourd'hui qu'on va mettre en place un véhicule qui va tourner dans le bourg pour pouvoir faire un travail d'information, alors que ce travail-là, on aurait pu le faire bien en amont. On aurait pu déjà s'être mis en contact avec la mairesse d'Oiapoque au Brésil pour pouvoir anticiper les événements et ne pas attendre d'être au pied du mur pour pouvoir réagir, parce qu'aujourd'hui, je constate les efforts qui sont faits. Comprenez bien que je réalise les efforts qui sont faits, que ce soit par les services de l'État ou par les collectivités ou par les associations, pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont en grande difficulté à cause d'une précarité que d'aucuns avaient voulu ignorer. Mais il n'empêche que là, nous sommes dans la réaction. Alors que ce que moi, je préconisais depuis le 1er février 2020, c'est d'être dans l'action anticipatrice, c'est d'être proactif et ne pas attendre qu'il y ait le feu pour crier au feu. Et ce travail d'anticipation, on ne l'a pas réalisé. On aurait pu, dans le cadre de la convention de coopération sanitaire qui avait été mise en place depuis très longtemps et qui a été réactivée en 2019 lors de la commission mixte transfrontalière qui s'est tenue à Macapá entre les différents acteurs du Brésil et de la Guyane, on aurait pu déjà par anticipation activer cette convention sanitaire entre les deux voisins. Et au contraire, on a laissé tout ça en sommeil. Mais j'ai toujours rappelé que le fleuve Oyapock, tout comme le fleuve Maroni, loin d'être des frontières, sont des bassins de vie. Ce sont de véritables bassins de vie dans lesquels les gens, depuis des siècles, ont des habitudes de vie, de brassage. Beaucoup de personnes qui travaillent à Saint-Georges de l'Oyapock résident à Oyapock, résident à Villa Victoria juste en face. Camopi et Villa Brasil ont des relations, j'ai envie de dire, qui datent déjà d'échanges, de brassage. Et donc, j'avais considéré dès le départ qu'il était impératif de pouvoir avoir une vision très élargie sur ce qui se passe sur la vallée de l'Oyapock et ne pas considérer, comme certains l'ont dit, qu'il fallait que chacun de son côté gère ses malades Covid. Les malades Covid, ils sont sur le fleuve, ils sont de part et d'autre du fleuve, et il fallait donc que nos institutions sanitaires, que nos institutions politiques se donnent la capacité d'anticiper pour pouvoir régler le problème. Et on a bien compris que Saint-Georges peut être une porte ouverte sur la Guyane, que ne pas régler la vallée de l'Oyapock, ne pas régler le problème à ce niveau-là, ne pas régler le problème au niveau de Saint-Georges, c'est prendre le risque que la Guyane se retrouve totalement embrasée par cette crise sanitaire et qui pourrait avoir des conséquences extrêmement dommageables. Et donc, pour terminer, je ne suis pas resté inactif parce que j'ai passé beaucoup de temps à interpeller le ministre des Solidarités et de la Santé. Et le 14 mai, je lui avais déjà adressé un courrier dans lequel j'exprimais à nouveau mes profondes inquiétudes, mais qui ne sont pas que les miennes, hein, ce sont des inquiétudes qui sont manifestées par tous les Guyanais, par les personnels de santé, notamment de l'hôpital de Cayenne, qui est l'hôpital référent. Je viens de lire un article sur GuyaWeb et qui parle de l'inquiétude vive manifestée par les personnels de la maternité
qui ont vu arriver des femmes qui ont accouché, qui étaient testées positives au Covid-19, avec des arrivées qui sont programmées pour cette semaine. Et donc, tout le monde est sur le pied de guerre pour savoir comment on fera pour gérer au mieux cette situation. Donc, ce courrier adressé au ministre Olivier Véran relate toutes les inquiétudes manifestées par les Guyanais, et je me suis permis de lui suggérer l'installation d'un hôpital de campagne sur la vallée de l'Oyapock, installation d'un hôpital de campagne qui ferait suite avec le matériel qui avait été installé à l'hôpital de campagne de Mulhouse au plus fort du pic d'épidémie sur le territoire de France hexagonale, en récupérant du matériel, en récupérant pourquoi pas du personnel, parce que si la Guyane c'est aussi la France, si la Guyane c'est aussi la République, eh bien la Guyane en cas de nécessité et en cas de besoin doit pouvoir continuer à s'appuyer sur la solidarité nationale qui ne saurait se limiter à ce qui se passe en France hexagonale. Mais je sais que la solidarité, elle ira au-delà des frontières de France hexagonale, puisque notamment pour Mayotte, il y a déjà une partie du matériel de l'hôpital de campagne de Mulhouse qui a été envoyé en direction de Mayotte pour pouvoir mieux accompagner les personnels de santé et mieux accompagner les malades de cette crise du Covid-19 sur le territoire de Mayotte. Donc, on peut considérer que le gouvernement, que le ministre de la Santé, et j'ai reçu l'avis de la ministre des Outre-mer qui va appuyer cette demande. On peut espérer que cette demande aboutisse dans les meilleurs délais. Voilà, chers amis internautes, ce que je voulais vous donner comme élément d'information sur ce sujet. Juste pour passer un petit coup d'épingle là où ça pourrait faire mal. Normalement, cette intervention devait se tenir dans le cadre d'une conférence de presse. Comme son nom l'indique, une conférence de presse s'adresse en priorité à la presse qui a pour mission de relayer l'information auprès des auditeurs, auprès des téléspectateurs, auprès des internautes également. Eh bien, il se trouve qu'aucune presse n'a répondu présente à mon invitation de ce matin. Je ne suis pas vraiment interrogateur, puisque j'ai bien compris que le sujet que je traite en ce moment est un sujet qui dérange et qu'il serait peut-être préférable et dans l'intérêt des institutions de l'État qu'on ne dise pas les choses qui pourraient déranger. Mais encore une fois, je rappelle que mon rôle de parlementaire, ce n'est pas d'être dans la lignée de l'État. Je ne suis pas un faire-valoir du gouvernement. Je suis là pour contrôler l'action du gouvernement. Je suis là pour évaluer les politiques publiques. Et par tous les moyens possibles et imaginables, je me donnerai la possibilité d'informer la population, de lui dire mes éléments de contentement et de joie, mais aussi de lui dire mes éléments d'insatisfaction et de mécontentement à chaque fois que cela sera nécessaire. Voilà, j'en ai terminé.